Alors, quelques petits éléments de définition sur l'empreinte carbone et sur les gaz à effet de serre. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, quand on parle d'empreinte carbone, on va parler des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos consommations, c'est-à-dire à notre mode de vie. Et lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, souvent, vous pouvez voir l'acronyme GES, qui est lié. C'est les gaz qui absorbent une partie des rayons, solaires en les redistribuant sous forme de radiation au sein de l'atmosphère terrestre. C'est un phénomène tout à fait naturel. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère et on a besoin, de l'effet de serre pour la vie terrestre. Sinon, on aurait des températures extérieures qui seraient aux alentours de -18 degrés. Donc on va dire, mais justement sur cet effet de gaz à effet de serre naturel sont venus, hem s'agréger des activités humaines qui, elles, sont fortement génératrices de différents gaz à effet de serre, parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs. Et vous avez ce schéma sur la gauche, et c'est bien là que se trouve la problématique. C'est l'impact des activités humaines sur les émissions de gaz à effet de serre qui ont fait monter cette courbe de façon exponentielle et qui sont du coup la problématique sur laquelle on va travailler ce matin ensemble. Donc les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs. On entend souvent parler du gaz carbonique ou du CO2. C'est celui qui est un peu au centre de l'attention parce que c'est, celui qui est lié à la combustion des énergies fossiles ou à la déforestation. Mais il y en a d'autres et on entend parfois aussi parler du méthane qui est lié beaucoup à l'élevage animal et à la consommation du coup de viande. C'est un autre gaz, qui est responsable de l'effet de serre et c'est un peu les 2 qu'on va avoir tendance, à beaucoup entendre. Mais il y a aussi le protoxyde d'azote qu'on retrouve par exemple dans la fabrication de certains engrais ou de procédés chimiques et des gaz fluorés, par exemple dans divers types d'utilisation, mais par exemple dans la fabrication de certains composants électroniques. Je vais laisser après cette courte définition la parole à Nour pour faire, un état des lieux. Alors maintenant qu'on a vu, on a revu la base de ce que c'était qu'une empreinte carbone, on va faire un petit peu l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors déjà, pourquoi on parle beaucoup du CO2? C'est parce que le CO2 représente 2 tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre induites par les activités humaines. Et ce qui est important de savoir également, c'est que le CO2, il a la particularité de rester présent longtemps dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que les émissions de CO2 actuelles, elles vont continuer de réchauffer la température du globe pendant des dizaines d'années. Ce réchauffement climatique, il entraîne un déséquilibre et depuis le début du XXe siècle, on a enregistré une augmentation de la température de 1,1 degré. Alors comme ça peut paraître très peu, ça peut paraître anodin, mais en réalité, c'est énorme, ça a de graves conséquences sur la faune et la flore, ça déséquilibre et ça détruit des écosystèmes entiers. Vous voyez sur la droite un schéma du GIEC. Donc le GIEC, pour rappel, c'est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ils ont établi plusieurs scénarios. Alors, si on continue actuellement avec nos politiques, on risque d'atteindre d'ici à 2100 plus 2,7 à plus 3,1 degrés, sachant que pour garder un monde vivable, soutenable, il faudrait s'approcher plutôt autour des plus 1,5, plus 2 degrés. L'industrie touristique et événementielle, elle a une empreinte carbone qu'il ne faut pas minimiser. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par l'ADEME, l'Agence nationale pour la transition écologique. Donc l'empreinte carbone du tourisme et de l'événementiel, elle est estimée à 118 millions de tonnes en équivalent CO2. Vous voyez à l'écran ici les principaux pôles émetteurs responsables de cette empreinte carbone, avec notamment la mobilité et en cause notamment le transport aérien. Raphaël Chanelière qui interviendra un peu plus tard pourra revenir là-dessus. Ensuite, vous avez l'hébergement avec la consommation d'eau, d'énergie, puis ensuite les achats de biens touristiques et la restauration. Aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, elle se situe autour des 10 tonnes de CO2 par an, sachant que les objectifs fixés par le GIEC pour atteindre justement le scénario le plus optimiste et le plus vivable, il faudrait qu'on s'approche des 2 tonnes de CO2 par an.
Donc aujourd'hui, on en est loin. Vous voyez ici encore une fois à l'écran les principaux pôles émetteurs responsables de notre empreinte carbone. Et je voulais en profiter pour vous parler d'un atelier qui est très bien fait, qui s'appelle l'atelier 2 tonnes. Pour les personnes qui ont fait la fresque du climat, qui en ont entendu parler, c'est vraiment un atelier à faire qui est très complémentaire. L'atelier d'automne, il porte très bien son nom. C'est un atelier d'environ 3 heures que vous faites en petits groupes de 6 à 15, que vous pouvez faire en présentiel ou en distanciel. Pour ce qui est des modalités de cet atelier, vous aurez toutes les informations après le webinaire dans le replay. Cet atelier vous permet déjà de prendre conscience de votre empreinte individuelle, d'avoir un peu une introduction aux causes et aux conséquences du changement climatique et surtout de comprendre quels leviers sont réellement efficaces pour réduire son empreinte carbone. On va venir poser des questions très concrètes comme par exemple, est-ce qu'il vaut mieux avoir une alimentation 100% en circuit court et local ou avoir une alimentation 100% végétarienne en prêtant un peu moins d'attention aux facteurs local circuit court. Donc ça vous donne vraiment des pistes d'action pour vous aider à réduire votre empreinte carbone. Maintenant qu'on a vu ce qu'était une empreinte carbone, l'état actuel de la situation, pourquoi est-ce que c'est important d'agir? Alors, on l'a vu rapidement là avec l'empreinte carbone du tourisme et de l'événementiel, mais en fait, le tourisme à l'échelle internationale, selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'est la 3e industrie mondiale la plus importante en termes d'exportation et elle est responsable de 8% de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire que nous, en tant que professionnels du tourisme et de l'événementiel, on a un réel rôle à jouer et on peut user de certains leviers pour réduire cette empreinte à notre échelle. Ce qu'il faut garder en tête également, c'est que le tourisme d'affaires, il a une empreinte carbone qui est 2 fois plus lourde que le tourisme d'agrément. Ça s'explique notamment par le fait que les voyages d'affaires sont généralement beaucoup plus courts, beaucoup plus intenses, on consomme plus et plus vite. Et aussi en termes de répartition de richesses, il y a encore beaucoup d'inégalités. En fonction de si c'est des offres all-inclusive, packagées, des croisières, ou si on construit des offres touristiques en collaboration avec les communautés locales, ça n'aura pas du tout le même impact. Et c'est pour ça qu'il est estimé que seul à 10% à 40% du chiffre d'affaires généré par le tourisme revient dans les pays visités. Et il y a un autre chiffre que j'aimerais citer que je n'ai pas mis à l'écran, mais je trouve que c'est bien aussi pour se rendre compte d'une autre problématique, c'est que, encore une fois, selon l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes mondiaux s'agglutinent sur 5% des terres émergées. Donc il y a un réel enjeu de répartition des flux touristiques. Vous voyez aussi juste en dessous des chiffres en lien avec la pollution maritime et la disparition des espèces, des populations d'animaux sauvages de la planète. Donc là, à mettre en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les plus 1,1 degré peuvent avoir des conséquences énormes. Et surtout, on voulait vous parler de chiffres plus locaux, puisque Bordeaux Métropole a réalisé une étude de vulnérabilité en lien avec le réchauffement climatique et avec la hausse des températures. Figurez-vous qu'on est très concerné par la hausse des niveaux marins, puisque 17 communes de la métropole sont concernées par des risques d'inondation, notamment sur la rive droite. On voulait aussi parler des feux de forêt. Malheureusement, l'épisode qu'on a connu l'été dernier en Gironde est voué à se multiplier, à se reproduire avec la hausse des températures, la sécheresse. Et également, on peut se poser la question de la remise en cause de la typicité des vins de Bordeaux. Il y a de plus en plus de cépages européens, notamment du Portugal, qui sont acceptés d'être plantés à Bordeaux pour faire face à cette augmentation de température. Donc, c'est aussi des questions à se poser. Et enfin, sur une note plus sociale et sociétale, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, 4 Français sur 10 n'ont pas les moyens de partir en vacances. Donc, la seule solution pour lutter contre le réchauffement climatique, pour concevoir des offres plus accessibles et inclusives, c'est d'effectuer une transition environnementale. Alors, que dit la loi? Il y a des encadrements législatifs qui font écho à la réduction de l'empreinte carbone. Vous avez notamment des directives de la loi Grenelle 2. Alors ça concerne notamment les entreprises de plus de 500 salariés ou de 250 dans les régions et les départements d'outre-mer qui doivent réaliser un bilan de gaz à effet de serre, le rendre public et l'actualiser tous les 3 ans.
Ensuite, pour ce qui est des lois, des décrets qui vous concernent un peu plus, vous avez la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui fixe en fait des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, réduction de la consommation énergétique, augmentation de la part des énergies renouvelables. Mais je voulais m'arrêter surtout sur les deux dernières. Donc, tout d'abord, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il y a déjà plusieurs deadlines qui sont tombées, notamment l'interdiction d'éliminer des produits d'hygiène pour toutes les entreprises. Pareil pour ce qui est d'éliminer les invendus de textiles. Donc ça, c'est déjà en place depuis le 1er janvier 2022. Le 31 décembre 2023, vous avez le tri à la source des biodéchets pour tous qui va être mis en place. Et depuis le 1er janvier 2023, on a aussi l'interdiction de l'impression systématique du ticket de caisse, de la carte bancaire, etc. Et le petit dernier, c'est le décret tertiaire. Pareil, donc ça concerne les bâtiments et les locaux à usage tertiaire qui font plus ou qui sont égales à 1000 mètres carrés. Qui vont devoir réduire leur consommation énergétique finale par rapport à une année de référence. Donc l'année de référence, elle doit être entre 2010 et 2020. Et par rapport à cette année de référence qui est choisie, il faudra réduire ses consommations énergétiques de 40% d'ici 2030, de 50% d'ici 2040 et de 60% d'ici 2050. Donc ça, pareil, c'est déjà en place depuis septembre 2022. Donc si vous êtes concerné par cette obligation, ce décret, interrogez-vous et allez faire un tour sur Internet pour remplir vos consommations énergétiques parce que malheureusement, si ce n'est pas respecté, il peut y avoir des sanctions liées à ça. Voilà un petit peu pour l'introduction en lien avec l'empreinte carbone, les enjeux, les conséquences, les réglementations qu'il faut avoir en tête également. Maintenant, je vais laisser la parole à Paul de Vieille-Toile de la CCI Bordeaux-Gironde qui va vous parler de leur dispositif d'accompagnement et les ressources qu'ils peuvent mettre à votre disposition. Merci beaucoup, Nour, pour cette super introduction et Julie également. Effectivement, pour la définition des principaux termes et puis rappeler très justement que chaque tonne de CO2 évité compte effectivement et que donc c'est vraiment un effort collectif qu'on doit se partager et déployer tous ensemble. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nour? Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, un petit point très rapide pour rappeler que le bilan carbone, comme vous pouvez le voir à l'écran, est une marque déposée de l'association Bilan Carbone. Et donc, c'est en fait une méthode de comptabilité carbone parmi d'autres qui existent à travers le monde. Il y a d'autres standards qui existent. On peut trouver notamment le GHG Protocol, qui est un équivalent anglo-saxon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode bilan carbone est une des meilleures comptabilités au monde, puisque une des plus exhaustives. Et il faut juste bien différencier bilan carbone de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Comme vient de le dire Nour, ça existe dans la loi, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, uniquement pour les plus de 500 salariés, en tout cas en France métropolitaine. Et depuis un décret paru à l'été dernier, ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre recouvre désormais non plus uniquement les scopes 1 et 2, comme on le verra juste après, mais également le scope 3. Il devient donc équivalent à un bilan carbone en matière de périmètre d'études. Voilà, donc ça, c'était pour le petit point d'introduction. Ensuite, aujourd'hui, quels sont les objectifs d'entamer un bilan carbone à l'échelle de son entreprise ou de sa structure, qu'on soit associative, publique ou semi-publique? Il y a un triple objectif en face de cette démarche. Le premier, c'est évidemment contribuer à l'objectif global de réduction des émissions. Comme je le disais, chaque tonne de CO2 évitée compte. Et il ne faut pas oublier que le bilan carbone, c'est un outil de management quelque part, en fait, puisque ça vous permet de mesurer la dépendance de votre activité au pétrole et plus généralement aux énergies fossiles. Ce qui fait que vous pouvez utiliser cet outil et le plan d'action des réductions des émissions qui sera, entre guillemets, fourni avec à l'issue de la démarche pour réduire la dépendance de votre activité aux énergies fossiles et ainsi limiter justement l'impact potentiel des variations du cours du baril sur votre activité et votre entreprise. Le second objectif, excuse-moi, non, je n'ai pas tout à fait fini, merci. Le second objectif, il est double, et c'est d'ailleurs l'attitude préconisée par l'ADEME face au changement climatique, c'est atténuer son propre impact environnemental. Donc là, on est en plein dans la démarche bilan carbone. Et le deuxième, c'est adapter son activité face aux aléas environnementaux. Le bilan carbone ne permet pas réellement de faire ça, mais j'en redirai un mot à l'issue de mon intervention tout à l'heure. Mais donc, le bilan carbone permet pour le coup vraiment d'engager l'axe atténuation de l'impact environnemental. Et enfin,
à l'échelle, on va dire, plus concrète, plus terrain, le bilan carbone, à l'échelle de l'entreprise, ça permet de répondre aux attentes des parties prenantes futures et actuelles, que ce soit des parties prenantes internes, comme les salariés, parce qu'en termes de marque employeur, un bilan carbone avec un plan d'action ambitieux, c'est toujours plus attractif pour de potentiels candidats, et à la fois à l'extérieur avec les clients et les fournisseurs, parce qu'au niveau client, non seulement c'est différenciant d'avoir une stratégie et des produits qui sont entre guillemets faibles en intensité carbone, mais ça peut également permettre de travailler avec des fournisseurs de plus haute qualité ou qui ont un cahier des charges très exigeant sur les clients justement avec qui ils travaillent. Donc ça, c'est pour les 3 objectifs du bilan carbone. Maintenant, en quoi ça consiste très concrètement la démarche bilan carbone? Alors Nour, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc comme je disais, on va venir en fait chercher l'ensemble des données d'activité de votre entreprise relatifs à ce qu'on appelle scope 1, 2 et 3, scope étant le mot anglais pour périmètre, globalement périmètre d'études. On va prendre l'ensemble des données d'activité sur une année de référence. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de prendre une année calendaire, on peut prendre 12 mois glissants, il n'y a pas de souci, mais on va prendre une période de référence et sur cette période de référence, on va venir essayer de transformer l'ensemble des données d'activité qu'on peut catégoriser à travers les scopes que vous voyez ici représentés en données d'impact équivalent climatique. Et donc, l'idée, en fait, ça va être très concrètement de tout ramener à un équivalent de dioxyde de carbone émis, CO2 émis, dont parlait Nour tout à l'heure, puisque effectivement, on va prendre en compte tous les gaz à effet de serre qui sont émis par l'activité, mais pour plus de simplicité de lecture, on va tout ramener en dioxyde de carbone. Donc, par exemple, voilà, si on émet également du méthane dans le cadre de notre activité, après, c'est des facteurs de conversion pour ramener en fait l'impact du méthane à un impact équivalent en CO2. En l'occurrence, c'est un rapport de 1 à 25 entre ces 2 molécules. Nour, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, slide d'après? Merci beaucoup. Et donc, très concrètement, comment on fait une fois qu'on a les données d'activité sur l'ensemble de la période de référence? On utilise des bases de données qui sont notamment fournies par l'ADEME, et donc notamment la base empreinte, qui sont remplies de ce qu'on appelle des facteurs d'émission, et qui sont en fait tout simplement des facteurs de conversion qui nous permettent de convertir les données d'activité. Comme vous avez un exemple ici très simple à l'écran sur des mails avec pièces jointes, sur une quantité de CO2 équivalente émise. Donc, le calcul en lui-même, c'est de la multiplication élémentaire, il n'y a pas réellement de difficulté à cela. Là où il y a la difficulté, par contre, c'est sur l'exhaustivité des données à collecter et la méthodologie à bien respecter pour justement n'oublier aucun poste d'émission. Je permets de m'arrêter rapidement là-dessus sur le mode de calcul d'une équivalence carbone pour rappeler que l'idée n'est pas d'aboutir à une comptabilité exacte de l'impact carbone équivalent, puisque de toute façon, d'un point de vue physique, ça n'aurait pas énormément de sens, mais d'avoir la comptabilité la plus précise pour derrière pouvoir mettre au point un plan d'action qui soit pertinent et qui permette de façon priorisée en fonction des postes les plus importants d'économiser justement des émissions de gaz à effet de serre. Nour, est-ce que tu peux, s'il te plaît, passer à la slide d'après? Et donc, voilà, au global, une démarche bilan carbone, peu importe avec quelle structure vous la lancez, si c'est la démarche bilan carbone telle que formalisée par l'association bilan carbone, ça va se découper globalement en 5 grandes étapes. La première étant évidemment la réunion de lancement où on va cadrer notamment justement le porteur de la démarche côté entreprise, des éventuels référents internes différents en fonction des postes de données à collecter. Par exemple, le responsable achat pour tout ce qui va être justement base achat, le responsable de site ou technique pour tout ce qui va être travaux, politique de mobilité potentiellement avec l'ensemble des véhicules, etc. Ensuite, on va arriver à l'étape 2 où là, on va très concrètement cadrer le périmètre de l'étude avec l'entreprise en fonction du nombre de sites qu'aurait l'entreprise, etc., à voir à quoi on se restreint et comment on estime à l'international et toutes ces questions subsidiaires. On propose également aux entreprises que nous, on accompagne de potentiellement choisir un produit ou un service sur lesquels ils voudraient un petit peu affiner le calcul et le mettre en valeur sous format infographique. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on propose de façon optionnelle. Ça ne fait pas partie de façon inhérente d'une démarche bilan carbone. Ensuite, on passe à la phase de collecte et traitement des données, où, comme évoqué plus haut, pour l'ensemble des données collectées sur une période de référence, on procède du coup aux échanges avec les parties prenantes pour aller chercher toutes les données et on les convertit en données d'impact climatique équivalent. Et derrière, ça va nous permettre de venir quantifier ce qu'on appelle la cartographie des flux, que je vous présenterai dans un instant, qui en fait est une façon de représenter l'activité de l'entreprise de façon un petit peu schématique et de venir quantifier justement l'ensemble des flux
qui existent entre l'entreprise et ses différentes parties prenantes sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Une fois qu'on a fini de collecter et de traiter toutes ces données, l'idée, ça va être de co-construire un plan d'action de réduction des émissions avec l'entreprise. Donc, on le co-construit dans le sens où, en fait, on fait une proposition sur la base des postes les plus significatifs qu'on a identifiés et des leviers qui nous paraissent les plus pertinents à mettre en œuvre. Et ensuite, on challenge cette proposition avec l'entreprise et on le co-construit comme ça sur les 2 derniers jours de la prestation pour essayer d'arriver à un plan d'action qui soit le plus pertinent possible, à la fois sur le plan temporel à court, moyen et long terme, à la fois en matière d'économie potentielle de gaz à effet de serre et à la fois en termes d'investissement financier. On arrive ensuite à la dernière étape, qui est donc la synthèse de la démarche, où là, on restitue l'ensemble des livrables à l'entreprise, on l'aide à se les approprier pour qu'elle comprenne bien comment l'ensemble des calculs ont été faits, quelles hypothèses ont été prises, et pour qu'elle soit en mesure, quelque part, elle, de pouvoir un petit peu l'actualiser toute seule, ou même de pouvoir essayer de quantifier justement l'impact potentiel ou les économies potentielles d'une action qu'elle envisagerait de déployer. Et après, il y a des démarches complémentaires à celle du bilan carbone qu'on peut entamer à la suite justement de cette démarche-là, dont je dirai un mot un petit peu plus tard. Donc, Nour, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, l'idée, comme je disais, c'est d'arriver en fin de prestation à une quantification précise de l'ensemble des postes d'émissions qu'on a détaillé un petit peu plus haut lorsqu'on voyait les scopes 1, 2 et 3. Donc, on va venir les quantifier précisément et restituer de façon macroscopique, comme on peut le voir ici à l'écran, et après, derrière, de façon beaucoup plus détaillée, en analysant poste par poste avec l'entreprise, comment se répartissent ces impacts et justement comment on pourrait essayer de travailler à leur réduction. Et si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Nour. L'idée, du coup, voilà, vous avez un exemple de cartographie des flux à l'écran. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de venir vraiment quantifier précisément chacun de ces flux pour un petit peu, en fait, entre guillemets, avoir cette vision globale de l'activité de l'entreprise en relation avec les fournisseurs, les clients, et qui nous permet de voir, en fait, l'ensemble du cycle de vie des produits ou des services que l'on propose à nos clients, à nos parties prenantes de façon plus générique. Donc ça, c'est voilà, une cartographie assez générique qu'on utilise pour un commerce alimentaire pour lequel on est en train actuellement de faire un bilan carbone. Donc c'est assez simple. Par contre, évidemment, dès qu'on est sur des entreprises, par exemple industrielles, avec des chaînes de valeur un petit peu plus complexes, là, c'est des cartographies qui sont tout de suite beaucoup plus touffues et denses, si je puis dire. Nour, est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, à la suite? Et donc, on en arrive justement donc, au point final de cette démarche bilan carbone, qui est bien évidemment la mise au point d'un plan d'action de réduction des émissions. Toute démarche bilan carbone a pour objectif final la mise au point de ce plan d'action. Donc, si quelqu'un vous propose de vous accompagner à cela, mais qu'il n'y a pas de plan d'action à la fin, ça n'est pas un bilan carbone à proprement parler. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de proposer des actions qui sont priorisées à la fois sur le plan de l'investissement, à la fois sur l'horizon temporel auquel on peut les déployer et évidemment sur les économies de gaz à effet de serre qu'on peut attendre du déploiement de ces actions. On fait également évidemment des propositions d'indicateurs de suivi qui permettent de justement de suivre le déploiement de ces actions sur le terrain et de voir quelle est notre progression par rapport à ce qu'on avait anticipé. Et l'idée, c'est de passer en revue ces indicateurs chaque année pour voir si la progression est satisfaisante. Donc voilà un petit peu dans son ensemble le fonctionnement d'une démarche bilan carbone. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des démarches complémentaires qui peuvent être intéressantes à engager à la suite d'un bilan carbone. Et donc, je conclurai sur ces 3 démarches complémentaires qui peuvent être intéressantes. La première, c'est la fresque du climat, comme on en parlait très rapidement, Nour et Julie tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez similaire à l'atelier 2 tonnes. Et donc, c'est un exercice de sensibilisation en entreprise au format atelier serious game, un petit peu, si on peut dire. Et donc, l'idée, pendant 3 heures, c'est justement accompagné par ce qu'on appelle un fresqueur, donc une personne habilitée à proposer ces fresques du climat, de venir ensemble réfléchir aux principales composantes qui font le changement climatique et essayer un petit peu de créer une sorte d'adhésion commune des équipes autour d'un projet commun. Donc, ça peut venir se placer en amont d'une démarche bilan carbone pour sensibiliser les équipes, mais également en aval pour essayer de créer un petit peu du lien autour du plan d'action et d'essayer d'engager tout le monde un petit peu dans la démarche. Donc ça, voilà, c'est une des démarches complémentaires qu'on peut engager. La seconde démarche qu'on peut engager, et qui cette fois est un petit peu plus, beaucoup plus technique, c'est une démarche d'éco-conception. Alors, l'éco-conception, c'est un concept assez large, donc j'ai remis une définition du coup de la norme ISO ici à l'écran pour qu'on puisse un petit peu tous réfléchir sur les mêmes bases.
l'idée, ça va être de développer, enfin de choisir un produit ou un service et d'essayer de réduire l'ensemble des impacts environnementaux associés à la production et à la distribution et à l'utilisation de ce produit ou service, mais pas uniquement les impacts climatiques. Le bilan carbone permet de réfléchir uniquement en termes d'impact climatique équivalent. Sur une démarche d'éco-conception, on va essayer de venir réduire l'ensemble des impacts environnementaux, qui soient climatiques, mais également les impacts qui vont avoir trait à, par exemple, l'affaiblissement, la raréfaction des ressources minérales, l'acidification du sol, tout ce genre d'impacts environnementaux qui ne sont pas pris en compte en fait, dans un bilan carbone. Donc ça, à l'issue d'un bilan carbone, ça peut être une démarche très intéressante à mettre en place. Et donc là-dessus, vous avez deux types de manières d'aborder l'éco-conception. Dans un premier temps, de façon un petit peu plus légère à travers de la sensibilisation. Et donc, de la même manière que pour la fresque du climat, un serious game qui, pour le coup, cette fois s'appelle Destination, a été développé par le pôle éco-conception de Saint-Étienne. Et derrière, vous avez la prestation études-conseil qui est un petit peu du coup l'équivalent du bilan carbone, mais pour l'éco-conception sur un produit ou un service. Et là-dessus, vous avez le Diag Éco-conception qui existe, qui est proposé par BPI France et qui en fait vous propose de vous accompagner donc sur plusieurs mois. C'est une prestation qui en fait inclut directement une subvention de l'ADEME. Et en fait, le reste à charge pour l'entreprise s'en trouve ainsi grandement diminué, puisque à l'origine, c'est une étude qui coûte autour de 18 000 euros. Et là, vous pouvez voir qu'après la subvention ADEME, le reste à charge pour les entreprises, en fonction de leur taille, n'est plus que de 5 400 ou 7 200 euros. Et enfin, pour terminer, l'adaptation au changement climatique. Comme je vous le disais au début, l'attitude préconisée par l'ADEME face au changement climatique est double. C'est d'une part atténuer son propre impact, ce que permet de faire la démarche bilan carbone, et de l'autre côté, adapter son activité face aux aléas environnementaux. Et donc là-dessus, il y a encore assez peu de cadres de réflexion qui existent, mais nous, en tout cas, au pôle transition écologique de la Chambre de commerce, on est en train de travailler sur ces sujets. Et les 5 conseillers que nous sommes aujourd'hui sommes en train d'être formés à la méthode OCARA, qui est sortie fin 2021, qui a été publiée par le cabinet Carbone 4, et qui permet justement d'engager une démarche d'adaptation au changement climatique à travers l'élaboration d'un plan d'adaptation et de résilience. Et donc là-dessus, on espère pouvoir sortir cette offre dans la deuxième moitié de l'année. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous au second semestre si vous êtes intéressé par ces sujets. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Paul. Je vais maintenant donner la parole à Raphaël Chanelière, qui travaille à l'ADEME et qui va vous présenter aussi les dispositifs existants et des façons de réduire votre empreinte carbone. Oui, merci Nour, merci Julie. Effectivement, je pense que tu peux passer la suivante. Ce graphique pour vous montrer que, effectivement, vous l'avez tous vécu, la crise sanitaire, finalement, elle a montré que le tourisme, c'était un levier majeur de l'économie. On répète toujours que c'est 7% du PIB, c'est un peu plus de 90 millions de touristes avant le Covid. Mais c'est, comme l'a montré Nour tout à l'heure, c'est 118 millions de tonnes de carbone émis en France chaque année. Et ces 118 millions de tonnes de carbone, c'est 11% des émissions de gaz à effet de serre. Pour vous rapprocher ça d'un équivalent que vous pouvez connaître, 11% de carbone d'une région comme la région PACA ou la région Île-de-France. C'est-à-dire les émissions de tous les habitants de ces régions-là à l'année. C'est ça le poids carbone du tourisme en France. Et tout ça pour vous dire que des contraintes qui ont pu peser sur des clients, donc l'idée du graphique, c'est de montrer que du point de vue du client, votre client, il a eu l'habitude d'avoir des contraintes. Avec le Covid, les contraintes, c'était de ne pas se déplacer, d'aller en vacances près de chez soi. Ces contraintes, elles vont augmenter dans le temps, malheureusement, puisque aujourd'hui, un Français, ça émet effectivement 10 millions de tonnes de carbone à l'année. Pour respecter nos engagements de Paris au niveau changement climatique, nous, on ne devra pas émettre plus de 2 tonnes par an en 2050. Et donc 2 tonnes de carbone par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura aussi de nouvelles contraintes, il y aura des choix qui seront à faire. 2 tonnes de carbone équivalent par personne, c'est un aller-retour Paris-New York en avion, avec un séjour qui est de près d'une semaine.
Donc, soit on utilisera ce crédit-là pour voyager une fois par an, et après basta, pour faire court. Soit on partitionne ce crédit-là. Donc, l'idée, c'est de comment on peut accepter un niveau de contrainte qui va de tous les côtés, de toute façon, se peser, enfin, se poser au client. Si je pense que tu peux suivre après, Nour, du point de vue des professionnels maintenant, donc de votre côté, en matière d'empreinte carbone, on a parlé effectivement avec Paul tout à l'heure, mais finalement, au niveau d'un hôtel, qu'est-ce que ça représente en termes de consommation d'énergie? Là, juste une petite illustration de plusieurs bilans énergétiques qu'on a pu faire sur un territoire qu'est l'île de Léron, de façon à pouvoir identifier la consommation d'énergie dans un hôtel. Sans surprise, quel que soit le type d'hôtel, entre 55 et 60% de la consommation d'énergie, c'est le chauffage. Chauffage et la ventilation, le rafraîchissement. Et donc, on sait qu'il y a un impact derrière, puisque majoritairement, on est sur des sources d'énergie fossiles, avec des augmentations significatives que vous avez dû vivre, malheureusement, depuis un an et demi. Et donc là aussi, comment est-ce que l'on peut mieux identifier, au travers de notre empreinte carbone, le poids énergétique de notre activité? Et comment on peut se donner des moyens pour le réduire et réduire la facture du point de vue de l'hébergement touristique. Donc ça, effectivement, la situation est très désespérée. Je crois qu'on l'a montré depuis le début du webinaire, mais néanmoins, les solutions, elles existent, on les connaît, et il y a tout un tas d'initiatives et de dispositifs d'accompagnement qui sont possibles pour s'amoindrir de ces effets haussiers du cours, notamment de l'énergie. Juste quelques pistes d'action. Je disais tout à l'heure, les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme, c'est la mobilité. Là, vous avez aussi un rôle à jouer. Les collectivités ont un rôle à jouer aussi, mais vous, en tant qu'accueillant des touristes sur votre territoire, vous pouvez travailler sur la mobilité de vos voyageurs pour se rendre sur le lieu du séjour. Ça veut dire soit des mesures commerciales incitatives, c'est des choses qui sont possibles, soit des démarches de labellisation, accueil vélo, qui sont également possibles, même en milieu urbain, de façon à pouvoir accueillir dans les bonnes conditions des touristes qui viennent autrement qu'en voiture en vacances. Et puis, c'est aussi surtout d'informer le voyageur comment, sur votre site Internet, sur vos applications, sur vos réseaux sociaux, comment il peut venir profiter d'un séjour sur le territoire en train, voire en vélo, ou d'autres moyens qui sont possibles que la voiture solo. La mobilité, c'est aussi la mobilité de vos collaborateurs, la mobilité de vos fournisseurs. Donc, pour les collaborateurs, il y a aussi des démarches qui fonctionnent assez bien, notamment autour des challenges de mobilité qui ont lieu une fois par an, où on essaie de challenger l'équipe pendant une semaine, de venir autrement qu'en voiture au travail, de façon à pouvoir identifier les avantages, inconvénients, et pouvoir inscrire ça dans une démarche de long terme au sein de la structure. Pour passer très court, rapidement, il y a des forfaits effectivement qui existent là-dessus. On a édité des guides, notamment sur la base d'une expérience qui a été menée en Bretagne, qui s'appelle En vacances sans ma voiture. Un guide pour les professionnels de l'hébergement, comment être acteur de la mobilité de sa clientèle. J'ai mis le lien sur le support ici. Vous pouvez également le trouver sur la librairie ADEME. C'est le lien qui vous donne ce guide-là. Un guide assez pratique, voilà, comment on pouvait à la fois informer vos clients et avoir un peu une démarcation commerciale pour aller capter d'autres clientèles. Pour poursuivre, quelques pistes pour agir, à la fois des investissements relativement modérés, on parlait de l'eau un petit peu tout à l'heure, des investissements du type limiteur de débit, avec des bouchons mousseurs 3-6 litres, vous en avez ici en photo, ça coûte très peu cher, c'est facile à installer, et les gains sont assez significatifs derrière, en termes d'économie d'eau, sans qu'il y ait de très fortes modifications de confort pour la clientèle. D'autres choses existent aujourd'hui.
on accompagne nous, de plus en plus des entreprises, notamment touristiques, qui installent des récupérateurs d'eau de pluie, notamment en ce moment, en prévision de forts épisodes de sécheresse, qu'on va peut-être vivre de manière un peu annuelle maintenant. Donc là aussi, pour vos arrosages, ça peut être aussi intéressant. Des investissements un peu plus conséquents, notamment en matière de biodéchets. Nous, on l'a montré tout à l'heure, il y a des obligations qui arrivent aujourd'hui pour les producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets, d'avoir des solutions de collecte. Vous avez ici une photo assez récente d'un bac de collecte sur un camping sur l'île d'Oléron. Alors, j'ai pas d'action avec l'île d'Oléron spécifique, mais il se trouve qu'il y a aussi une très forte mobilisation des campings sur ce sujet-là, pour montrer qu'on est sur des choses assez visuellement sympathiques, sans odeur, bien intégré dans le point, on va dire, propreté, dans le cadre d'un parcours, on va dire, client sur ce point propreté. Et ça marche assez bien avec derrière, en termes d'économie financière pour le camping, des tournées de camions en moins. Donc ça, économiquement, c'est assez rentable. Et puis, dernier poste sur l'éclairage et sur le chauffage. Là aussi, des choses assez simples à mettre en place sur des programmateurs, notamment horaires de fonctionnement, des détections d'ouverture de fenêtres. Il existe des systèmes aujourd'hui qui sont assez simples à mettre en place, pas forcément très onéreux, de façon à asservir le chauffage à l'ouverture ou non de la fenêtre, de façon à intervenir en complément de l'action, la non-action du client notamment. Voilà, puis sur l'éclairage, des choses assez connues. Dernier zoom sur les piscines. Bon, généralement, c'est des choses assez connues, mais l'important, c'est de limiter la perte énergétique la nuit. Les piscines sont toutes chauffées ici, dans le sud-ouest. Elles sont toutes chauffées en grande partie avec des énergies fossiles notamment. Donc là aussi, pour limiter les déperditions, d'avoir des systèmes de bâches assez simples à mettre en place, avec différentes typologies. Vous avez aussi en plus des idées de prix là que je vous ai mis là-dessus. C'est très efficace. Il existe aussi des enrouleurs solaires également sur ce type de volet également aujourd'hui. Donc on peut avoir quelque chose d'assez innovant et performant sur ce volet-là. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, de façon à pouvoir complètement essaimer au niveau des entreprises, un bilan carbone, ça peut faire peur. Donc l'important, c'est d'avoir un tiers de confiance qui peut accompagner des PME dans l'établissement de ce bilan-là, dans l'accompagnement d'un plan d'action et dans l'accompagnement des premières mesures opérationnelles qui seront des mesures de vérité pour mettre en place des actions concrètes et les mesurer et les valoriser. Il y a un dispositif qui est géré par la Banque publique d'investissement, mais qui est adapté aux PME, qui s'appelle Décarbonation, qui permet d'avoir alors je fais un peu le commercial de service, mais un bilan carbone à prix réduit, puisque après subvention, le bilan carbone revient à 4 000 € hors taxe. Il s'agit d'un accompagnement de 12 jours, donc assez conséquent. On n'est pas que sur le bilan, comme le disait Paul tout à l'heure. On est vraiment sur un bilan et un accompagnement pour aider à mettre le pied à l'étrier et suivre le plan de progrès. Les consulaires, chambres de commerce également, peuvent accompagner ce type de projet. L'idée, c'est que si on veut accompagner massivement beaucoup de PME, il faut qu'on soit en mesure de proposer à la fois des ressources, des accompagnements à prix mesuré, et pouvoir capitaliser sur ce qui a été réellement mis en œuvre. Et pour finir, je crois que je termine par une petite action pour aller plus loin. Il y a tout un tas de ressources qui existent aujourd'hui. L'important, c'est aussi de pouvoir avoir des retours d'expérience, de ce qui est possible d'engager, mais également d'échanger. On a mis en place, notamment avec l'Office de tourisme de Bordeaux, des formations depuis à peu près 1 an, qui s'appelle Savoir réduire les coûts énergétiques dans mon hébergement touristique. Ce sont des formations en présentiel, pour une quinzaine de personnes, tout type d'hébergement, qui fonctionne assez bien, puisque au-delà de l'enjeu d'économiser pour des questions économiques, l'idée c'est aussi d'avoir des retours, des recettes, des retours d'expérience
sur qu'est-ce que je peux faire sur tous mes postes de dépenses au sein de mon hébergement. Et donc ça, ce sont des formations qu'on va réactiver, je pense, cette année, donc notamment en lien avec l'Office de tourisme. Voilà. Et je crois que j'en ai fini sur ces différents éléments. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Et pour finir, je laisse la parole à Léna Le Goff, qui travaille aux sources de Caudalie et qui a entamé une démarche de bilan carbone pour qu'elle fasse son retour d'expérience et son témoignage par rapport à ce dispositif. Alors, Léna, pour l'instant, on ne t'entend pas. Oui. Voilà, c'est bon, parfait. Ah, vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah, parfait. J'ai un problème de décalage. C'est bon, parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour toutes ces présentations, parce que moi aussi, j'en apprends beaucoup en écoutant. Donc, je suis la directrice générale des sources de Caudalie à Martillac. Pour faire une brève présentation de l'établissement, donc nous avons 73 chambres et suites, 5 points de vente restauration, 3 restaurants, un bar, le French Paradox, et puis nos petits déjeuners, puisqu'on sert entre 150 et 160 petits déjeuners par jour en saison. Donc, pour vous donner une idée, on sert entre 200 et 550 repas jour sur site. Donc, on a quand même une grosse activité restauration. On est classé Palace, donc 5 étoiles Palace. On attend le renouvellement de la classification Palace l'année prochaine. Et donc, dans nos restaurants, on a la Grand Vigne, qui est un double étoilé Michelin, la Table du Lavoir, qui est notre auberge champêtre, et Rouge, notre bar à vin. Voilà. Moi, je suis arrivée il y a 4 ans et demi. L'hôtel, donc, qui est sur les terres du Château Smith au Lafitte et qui est cousin du Spa Caudalie, qui est bien sûr sur les mêmes terres, est depuis très très longtemps inscrit dans une démarche environnementale, tout comme le château et tout comme le spa, tout comme la marque Caudalie. Et depuis mon arrivée, en fait, j'ai essayé de vraiment rendre concret, c'est-à-dire continuer cette envie de réduire au maximum notre empreinte humaine sur la nature, de façon très opérationnelle, vraiment, comment est-ce qu'on peut traduire ça avec les équipes, comment est-ce qu'on peut faire pour voilà, faire des choses qui aient du sens, mais surtout avoir du résultat, ce qui est pour moi une des choses les plus importantes, de faire un lien en fait entre les outils qui existent et qui sont promus et comment est-ce qu'on peut vraiment faire en sorte que ça se passe sur le terrain. Au moment de la crise sanitaire, enfin à la sortie de la crise sanitaire, on a eu la chance de pouvoir être éligible au Fonds du tourisme durable, donc du FTD, parce que si je ne me trompe pas, on était en zone rurale et on avait pu bénéficier d'aide, donc en fait on était éligible et on a fait plusieurs actions. On a fait une quinzaine d'actions pour un total de subventions de près de 40 000 euros. L'une d'entre elles était la possibilité de faire un bilan carbone. Donc, j'ai sauté sur l'opportunité, déjà parce que ce n'était pas obligatoire pour notre entreprise, puisqu'on a beaucoup moins de 500 salariés. Et je trouvais que c'était montrer qu'on faisait un pas en avant de manière volontaire et de manière très engagée pour voir un peu voilà, quelle est l'empreinte qu'on avait et surtout mettre un plan d'action en place pour l'avenir. Notre slogan, quand vous allez sur notre site, c'est rendre à la nature ce qu'elle nous apporte au quotidien. Donc, je trouvais que c'était vraiment en phase de lancer ce bilan carbone. On a, pour vous donner une idée aussi du coût, sur les 8 500 euros qui étaient devisés par l'agence Green Nation, qui est l'agence avec laquelle on a travaillé sans faire aucune pub, ça nous est revenu à 3 000 euros. C'est-à-dire qu'on a eu 5 000 euros qui ont été. On s'est lancé dans cette aventure. Alors, avec nous, on a préparé quelques slides qui sont en fait des extraits du bilan carbone, mais qui n'est pas encore finalisé. Donc, voilà, mon explication, ce sera plus sur la démarche plutôt que sur les données que vous allez voir à l'écran qui ne sont pas encore tout à fait correctes voilà, sur 2 niveaux. Donc, tout d'abord, en fait, je reprends un petit peu ce qu'a expliqué Paul.
on a vu donc avec Bertrand de Greenation, il nous a vraiment expliqué quel était le scope, sur quoi on allait travailler, comment ça allait fonctionner. C'est quelque chose qui était nouveau pour nous, qui est très modélisé et qui est oui, un petit peu loin de l'opération quand on doit prendre toutes ces données. Donc, c'était très important de comprendre ce qu'était le scope 1, scope 2 et le fameux scope 3 qu'on laisse ou qu'on intègre. Donc, je ne connaissais pas tout ça, mais j'ai découvert. Et surtout, ce qu'ils nous ont expliqué, c'était que c'était très, très important de bien comprendre la méthodologie de comptabilisation pour pouvoir, quand on refera un bilan carbone dans les années à venir, avoir la même méthodologie, c'est-à-dire mesurer les mêmes choses de la même façon pour pouvoir, bien sûr, voir quelles sont les variances et nos avancées. Et donc l'une des deux raisons pour laquelle ce n'est pas encore finalisé, c'est que tout à la fin de la démarche, Bertrand m'a expliqué qu'en fait, il avait dû laisser le fret de côté. Donc, le fret, on le voit dans le scope 3 en amont et en aval, parce qu'on n'avait pas assez de données. Et moi, ça ne m'allait pas du tout parce qu'on fait des actions au quotidien pour essayer de réduire le fret et d'acheter local. C'est vraiment un de nos gros efforts. Je prends toujours l'exemple des chaussons jetables qu'on met dans les chambres. Donc, dans l'industrie du luxe, bien sûr, on achète beaucoup de produits finis et on a aussi je dirais qu'on a une contrainte d'esthétique, en tout cas une prise en compte du facteur esthétique qui est très fort. Donc, on jette relativement vite après l'utilisation des produits. Et donc, avoir ces chaussons en chambre, on utilise 22 000 paires de chaussons par an. Et 22 000 paires de chaussons jetables par an qui viennent de Chine. Nous, on essaye de faire des efforts de dingue pour trouver un fournisseur qui soit en Europe, pour avoir des semelles qui soient biodégradables. Et je trouvais ça vraiment... non, on ne peut pas ne pas prendre le fret en compte parce qu'on fait énormément d'actions, également en restauration, pour se sourcer en local. Donc là, on est en train d'essayer de terminer cette partie-là et de pouvoir mesurer le fret. C'est une des raisons pour lesquelles ce n'est pas encore terminé. Sur le déroulement de l'étude, ça reprend un petit peu ce qu'a présenté Paul. Donc, en fait, sur la droite, là, dans le tableau, vous avez les différentes choses qui ont été mesurées, les différents éléments. Donc, tout ce qui est énergie, bien sûr. Hors énergie, les gaz frigorifiques, donc ce qui est dans les frigos ou dans les systèmes de refroidissement. Envisagé, qui était nouveau pour moi, c'est qu'on prend en compte toutes les immobilisations, ce qui a du sens, puisque en fait, quand vous immobilisez, vous achetez des choses pour les immobiliser. Mais en revanche, dans la façon dont c'est pris en compte, c'est vraiment de la donnée financière. Donc, il faut retrouver, par exemple, toutes les données d'amortissement, toutes les données d'immobilisation que vous avez de manière comptable. Donc, il faut avoir accès à ces données. Les intrants, donc ça, ce sont tous les achats, que ce soit pour l'hôtel ou pour la restauration. Bien sûr, tout le traitement des déchets en aval et ce dont on parlait tout à l'heure, le déplacement de personnes. Donc, vous imaginez que chez nous, on est un établissement de luxe et en plus, on est vraiment dans les vignes, donc on n'a aucun transport en commun. Donc, on a bien sûr 50% de clientèle étrangère. Donc, en gros, 50% de clients qui, en plus, viennent de très loin. S'ils ne viennent plus de Russie ou d'Asie, ils viennent énormément des États-Unis ou maintenant de l'Amérique du Sud et ils prennent 50%, enfin presque 40% prennent l'avion. Donc, voilà, quand on regarde la synthèse des résultats, bien sûr, les transports, c'est 51%. Et encore, on n'a pas le fret. Donc, ça l'alourdira encore plus. Et après, ça nous permet de voir un peu quels sont les grands postes. La deuxième raison pour laquelle les résultats, par exemple, vous voyez gestion hôtel-service, 32%, ça, c'est une erreur qu'il faut qu'on rectifie. Mais c'est vrai que dans les immobilisations, il y a eu des données qui ont été mal utilisées. Donc là, je vous le montre, mais encore une fois, c'est vraiment à titre indicatif. Ce ne sont pas des données finalisées. Je voulais vous prendre l'exemple pour ceux qui n'ont pas encore fait la démarche, par exemple, des savons et cosmétiques. Donc, nous, on est les sources de Caudalie. Donc, bien évidemment, les produits d'accueil en chambre, c'est hyper important. C'est une part très importante de nos achats. Et bien évidemment, on achetait par le biais de la marque Caudalie nos produits en chambre. En fait, Bertrand, donc, de l'agence Greenation, m'a expliqué que
notamment, donc, comme l'expliquait Paul, il y a des degrés d'incertitude qui sont mis sur toutes les données qu'on collecte. Et en plus, il faut trouver une base de référence à l'ADEME. Donc, c'est vrai qu'on en parlait l'autre jour avec Raphaël. Il m'a expliqué sur la slide suivante que, par exemple, sur tous les produits cosmétiques, il n'existe pas encore de base de référence. Nour, si vous pouvez avancer. Voilà. Donc, il nous a expliqué qu'ils se sont basés sur une autre base de données qui avait été, attendez, je relis avec vous, mais qui a été faite par un groupement, Henkel, L'Oréal, LVMH, Natura & Co, Unilever, pour avoir des données carbone. Alors, c'est vrai que nous, quand on est voilà, dans l'opération, et on dit non, mais nous, les produits Caudalie, on est hyper investis dans l'environnement, on réduit le plastique, on réduit le carbone dans la fabrication. En fait, il y a un décalage qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément prendre les données réelles qui sont faites par nos produits, sauf si on les a, mais c'est vrai que là, on ne les avait pas. Donc, on va se baser sur des bases existantes, soit dans le référentiel de l'ADEME, soit ailleurs, si on n'arrive pas à avoir ce référentiel. Et on en discutait avec Raphaël. Pour l'instant, voilà, une des choses qui doit avancer, c'est qu'on n'a pas assez dans notre domaine de l'hôtellerie-restauration, on n'a pas assez de référentiels vraiment liés aux produits qu'on achète. Ça, par exemple, c'est vrai que déjà, on met un degré d'incertitude. Après, ce n'est pas forcément nos produits qu'on mesure. Donc, on se dit, ouais, on est quand même un petit peu loin de la réalité, peut-être. Voilà, donc c'est vraiment de la modélisation de données. Il faut l'accepter, il faut comprendre quel est l'outil et comment est-ce qu'on va s'en servir. L'autre exemple que je souhaitais donner, c'est que bien sûr, donc, on a regardé les déplacements. Pour cela, on a fait une extraction pour les clients de notre PMS, donc de notre Property Management System, pour extraire toutes les adresses de manière anonyme RGPD, mais en tout cas pour le calcul, on a extrait tous les pays, on a extrait pour la France tous les codes postaux, et donc ça demande d'avoir toutes ces données. C'est-à-dire que pour tous les clients qui viennent, il faut qu'on ait tous leurs codes postaux et tous leurs pays qui sont rentrés. Bon, j'avoue que nous, on le fait assez bien parce qu'on suit nos statistiques, mais par exemple, en restauration, il ne nous a pas été possible de savoir d'où viennent les clients extérieurs qui mangent dans nos restaurants parce qu'on ne fait pas ce suivi de manière statistique pour nos clients extérieurs. Et donc ça, on l'a fait. Donc vous voyez le chiffre là, visiteurs avions, je ne sais plus, 2 300 000 équivalents kilos CO2. Mais quelque chose qui m'a choquée, c'est que par exemple, en faisant cette mesure, on s'est rendu compte que pour les salariés, donc pour tous les collaborateurs, en fait, on fait 3000 km par jour, tous ensemble, pour que l'hôtel puisse ouvrir. Pour moi, c'était quelque chose qui était assez frappant parce que on est 100 CDI, 60 en saison. Et cette population, elle habite principalement sur le bassin de l'emploi qui est Bordeaux. Donc, au début, j'ai dit à Bertrand, mais non, mais il y a une erreur, c'est pas possible. On ne peut pas faire un équivalent de 3000 km par jour pour se déplacer. Et en fait, en divisant par le nombre de jours, on se rend compte que c'est 15 km par trajet, ce qui est tout à fait réel puisqu'on est à 12 km de Bordeaux. Et donc là, c'est quand même frappant. C'est-à-dire qu'en modélisant, on se rend compte qu'il y a pas mal il y a des prises de conscience. En fait, pour moi, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience sur certaines choses qu'on n'avait pas mesurées ou qu'on n'avait pas modélisées et qui nous permettent de mettre en place des choses pour aller plus loin. Moi, depuis, j'ai très envie de faire en sorte qu'on leur mette un abri à vélo à nos collaborateurs et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ceux qui habitent proches puissent avoir des vélos pour venir travailler, par exemple. Voilà, donc ça donne des pistes supplémentaires pour pouvoir agir. Pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les deux choses à prendre en compte pour moi, c'est les données à fournir qui sont vraiment la clé. Donc, nous, on a fait ça sur le scope sur l'année 2019, puisqu'après, on n'avait que des années de fermeture totale de l'établissement en raison de la crise sanitaire. Donc, 2019, on n'était pas encore en GED. Depuis, en fait, toutes nos factures sont mises sous un système qui nous permet de traiter les données. Mais là, c'était que papier.
Donc, il m'a fallu 2 ans pour aller chercher toutes les données, même en appelant les fournisseurs. Beaucoup en restauration, les petits fournisseurs n'ont pas encore de système qui permet de donner à l'année le nombre de produits, le tonnage, le fret. Donc, ça prend énormément de temps et c'est vrai qu'il faut arriver à avoir des données pour que ça ait du sens. Et l'autre chose à prévoir, c'est que ça prend du temps. Donc, il faut s'organiser et comme je dis tous les jours, il faut se déprogrammer de notre vie d'avant et il faut être volontaire pour donner des ressources pour pouvoir faire ce genre d'action et pour que ça ait du sens. Voilà, j'espère que j'ai respecté le temps. Tout juste. Merci beaucoup, Léna. On en a fini avec les présentations. On va prendre 5-10 minutes. Si vous avez des questions, profitez-en. Voilà, tous les acteurs institutionnels sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, Paul, Raphaël, Léna, si jamais vous voulez rajouter des choses que vous n'avez pas eu le temps de creuser. Mais d'abord, on va voir s'il y a des questions qui remontent. Moi, j'ai peut-être une petite première question pour lancer. On a à peine survolé, mais parce qu'on est là vraiment sur le sujet de commencer et s'initier à cette démarche et faire un premier bilan carbone. Mais il y a quand même la question, je pense aussi derrière de la périodicité de mise à jour, parce que Paul a parlé du plan d'action à déployer. Ensuite, on est évidemment sur une quantité de travail qui, je pense, est moindre juste pour la mise à jour. Mais quelle est la recommandation sur la périodicité? Est-ce qu'on met à jour tous les ans? Quel est votre avis là-dessus? Je peux répondre en premier et puis peut-être que Raphaël après voudra compléter. Tout dépend de mon point de vue en fait de la vitesse de déploiement du plan d'action. Mais en principe, en ordre de grandeur, tous les 2 à 3 ans, je pense que c'est bien de procéder à une réactualisation du bilan carbone, effectivement. Maintenant, si au bout de 2-3 ans, on n'a rien fait. Allez-y, Léna, si vous voulez compléter. Oui, on nous a conseillé tous les 3 ans ou 4 ans. Le temps de mettre en place, de pouvoir mesurer. Et c'est vrai que pour une PME, c'est vrai, c'est aussi beaucoup de ressources. Vous parliez tout à l'heure de tous ces rôles de directeur des achats, etc. En fait, quand on n'a rien de tout ça, c'est nous qui devons aller chercher les données. Donc voilà, on nous a conseillé avec le cabinet 3 ou 4 ans pour en refaire un. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, s'il faut reprendre après l'ensemble de l'exercice comptable sous format papier, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, Léna, parce que je l'ai fait effectivement pour une entreprise, c'est quand même très, très fastidieux et très long. Si on n'a pas de base achat consolidée, ne serait-ce que ça, au format numérique, c'est un temps conséquent. Donc aussi, tout dépend des outils qu'on a à notre disposition, parce qu'une actualisation au format papier, ça ne prendra pas le même nombre de jours qu'une actualisation numérique si on a déjà un petit peu tout consolidé, quoi. On a une question. Oui, vas-y. On a justement une question sur ce rapport aux fournisseurs pour Léna sur le chat. Suite à votre travail, demandez-vous désormais à tout nouveau prestataire ou fournisseur de réaliser un bilan carbone même minime? Alors, je dirais que oui, suite à ce travail, on sensibilise beaucoup plus toutes les parties prenantes, mais les collaborateurs et les fournisseurs. Alors, quand on veut aller sur du local, on passe par des petites entreprises et forcément, ils ont moins de moyens. Donc, c'est plus difficile pour eux de réaliser un bilan carbone. En tout cas, on fait une différence. Les grandes entreprises, oui. Voilà, par exemple, on a collaboré beaucoup avec Elis, notre blanchisseur, qui, eux, sont très avancés pour pouvoir donner toutes les données en détail de leurs actions et de leur empreinte carbone des transports. Quand on va travailler avec voilà, Monsieur Tellet à la Brède qui fait du fromage de chèvre, c'est plus difficile. Mais en tout cas, ça nous a permis aussi, c'est ce que j'ai expliqué aux équipes, de sensibiliser les fournisseurs. Quand on les appelle pour avoir ce type de données-là et qu'on leur dit que dans 3 ans, on reviendra et on leur demandera à nouveau, c'est un peu une prise de conscience et une sensibilisation collective où on se challenge les uns les autres pour pouvoir répondre. Donc, c'est aussi, je trouve, dans ce sens-là, vraiment un cercle vertueux. Et également par rapport aux collaborateurs, au début, on va leur demander, mais vous étiez passé par tel fournisseur, mais quand il a fallu qu'on trace
toutes les noisettes, les fruits, les légumes, les bouchers, les poissonniers. Enfin, c'est un travail de dingue, il faut le dire. Mais on était très, très motivés, donc on y est allé. Les collaborateurs, au début, ils vont nous dire non, j'ai acheté ces noisettes, je ne sais pas d'où elles viennent. Et puis sur la prochaine carte, voilà, le chef de partie, ah, mais j'ai demandé, Madame Le Goff, j'ai demandé, et les noisettes, elles viennent, on a trouvé un fournisseur via tel fournisseur en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça a un effet vertueux, même si c'est pas vraiment un bilan carbone en tant que tel qu'on peut se permettre. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt. Mais en tout cas, c'est une sensibilisation qui va vers du mieux. Et puis, plus il y aura de clients qui leur demandera ces données-là, parce que vous serez de plus en plus nombreux à rentrer dans ces démarches, et plus aussi les préparons. Je pense que c'est ce qui se passe avec Élise, c'est que vous devez commencer à être plusieurs à leur demander ces données-là. Donc maintenant, elles sont prêtes. Ouais. Là, par exemple, en ce moment, on a une problématique sur enfin, ça n'a rien à voir avec le bilan carbone, mais sur le polystyrène pour le poisson. On a 4 fournisseurs de poissons qui nous livrent en polystyrène jetable. Et c'est très, très compliqué. Et la filière qu'on avait trouvée de valorisation du polystyrène nous a annoncé qu'à partir du 1er avril, ils ne prenaient plus. Donc, on se retrouve à nouveau avec tout ce polystyrène. Et là, j'ai vraiment dit aux équipes, il faut qu'on a du poids, en fait. Il faut pas penser qu'on a du poids. Il faut qu'on retourne vers nos fournisseurs et qu'on leur demande de passer sur des consignes, des emballages consignés. Même si ça doit être pour le poisson, ça doit exister. Mais il faut que nous, on ait du poids pour leur dire que c'est important dans notre choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des ajouts que vous voulez faire? Peut-être rajouter quelque chose, le bilan carbone, hein, c'est une photographie à un instant T. Ça ne doit pas être un document figé hein, en termes d'appropriation. Je pense que les témoignages l'ont bien vu. L'idée, c'est de pouvoir avoir une trajectoire d'évolution de la courbe carbone ou de l'empreinte carbone de l'entreprise, d'améliorer ce bilan-là, effectivement en ayant les actions auprès des fournisseurs. Comme l'a très bien dit Elena, hein, les fournisseurs vous facturent tout un tas de choses. Et notamment, souvent, vous facturent de l'emballage. Donc, est-ce que c'est votre intérêt aussi de payer de l'emballage? Donc, allez voir vos fournisseurs, pesez auprès d'eux en disant « moi, je souhaite déjà payer moins cher », que vous puissiez faire évoluer aussi votre offre d'emballage ou de suremballage. Ça sert à rien hein, de payer de l'emballage. Ce qui vous intéresse, c'est le produit. Voilà. Et puis d'avoir un document qui est assez évolutif, d'avoir une trajectoire carbone qui évolue, parce que votre activité, forcément, elle évolue. Vos collaborateurs aussi, ils évoluent, hein, en nombre, en personnes également. Donc, l'idée, c'est de fixer un cap global en fonction d'une photo de départ, et puis d'avoir une démarche évolutive, toujours dans un sens de pouvoir instrumenter, donc de l'importance de remettre un petit peu le métier sur l'ouvrage, hein, tous les 3 ans environ. Voilà, ça c'est important. De rendre compte aussi à la clientèle, aux collaborateurs, qu'il y a des évolutions positives ou négatives, mais que ce soit un document assez évolutif et qui vive aussi dans le cadre de l'activité de votre hébergement. Moi, je peux rajouter aussi que c'est marrant, j'écoutais ce matin un podcast du Shift Project qui disait qu'en gros, on a 20-30 ans pour faire bouger les choses et que dans 30 ans, voilà, il sera presque trop tard. Enfin, en gros, on n'a plus le temps. Donc, il disait, on a des inerties très fortes dans nos façons de travailler, dans nos modèles, dans nos entreprises. Encore une fois, dans la façon dont on a été programmé d'aller vite, d'être dans la productivité, etc. Et lui, il disait, en fait, comme on n'a plus le temps, ce qu'il faut, c'est commencer. Mais il faut tout commencer en même temps. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que même si on n'a pas une approche globale, etc., il faut vraiment se mettre dans la tête qu'il faut qu'il y ait une rupture et que même si on commence petit, même si on commence avec quelque chose, même si on pense que c'est peut-être dans le désordre, c'est toujours ça. Et en fait, quand on commence, en fait, ça va appeler d'autres choses. Dans l'entreprise, il va y avoir des personnes aussi, des collaborateurs qui d'un seul coup vont être tellement contents que ça se soit mis à l'ordre du jour parce que c'est important pour leurs valeurs et ils vont devenir ambassadeurs du changement, et ils vont devenir acteurs. Et donc, le bilan carbone, finalement, on se dit, oh là là, c'est hyper lourd, on ne pourra jamais, on n'a pas le temps. Mais
le fait de dire qu'on va le faire et le fait d'avoir un petit noyau dur qui va tenir, en fait, ça entraîne de manière vertueuse le reste des collaborateurs. Après, bien sûr, il faut créer du temps, il faut donner des ressources. Ça, c'est le rôle, je dirais, de ceux qui orchestrent. Mais derrière, il y a plein de freins qu'on se met dans nos têtes qui ne sont pas réels. C'est des freins de peur, des freins, le client va penser que, les cuisiniers, ils s'en fichent. Non, en fait, on se rend compte qu'il y a 2 ou 3 cuisiniers qui sont hyper intéressés et pour eux, ça fait partie de leur valeur et d'un seul coup, ils se découvrent. Donc voilà, mon petit mot de la fin, c'est surtout d'y aller, quoi. Faut oser, faut faire. Merci beaucoup, Léna. On a une dernière question. Question aux intervenants en général. On trouve beaucoup de rapports d'entreprises sur leurs actions uniquement positives. Ne faut-il pas envisager aussi d'y montrer ses faiblesses dans un souci de transparence et d'axe d'amélioration vis-à-vis du public, éviter ainsi le greenwashing? Alors oui, effectivement, c'est une bonne remarque. Alors tout ce qui est communication autour d'une démarche bilan carbone, une démarche d'éco-conception, c'est quelque chose qui est encadré normalement par une sous-rubrique de la norme ISO 14000. Je ne sais plus le numéro précis, mais effectivement, il y a, il me semble, 5 grands principes de ce qu'on appelle la communication responsable, qui du coup donne une base juridique en fait aux entreprises pour ne pas tomber dans le greenwashing et faire de la communication qui soit entre guillemets transparente et honnête et juste et qui n'essaie pas de mettre la poussière sous le tapis. Maintenant, une fois que ces grands principes sont édités, on ne peut pas entre guillemets forcer les entreprises à publier l'ensemble de leurs postes d'émission, même les plus désavantageux, si je puis dire, dans leurs déclarations. Déjà, ils ne sont pas tous soumis à déclaration. Et en plus de ça, on peut comprendre que parmi les entreprises volontaires qui ne sont pas dans l'obligation d'entamer ces démarches, ils aient envie de mettre en valeur ce qui est, entre guillemets, différenciant pour eux, pour essayer d'aller récupérer des nouveaux clients ou des choses comme ça. Mais après, effectivement, si c'est juste ne pas parler des points les plus, là où on est le moins performant, malheureusement, là-dessus, il n'y a pas vraiment de dispositif législatif qui oblige les entreprises à faire ça. Je me permets de rebondir là-dessus parce que je sortais juste avant de vous rejoindre d'une réunion sur notre prochain rapport d'activité et on est par nos normes sur lesquelles nous, on s'est alignés à l'Office de tourisme, on est aligné sur les indicateurs des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont du coup 17 indicateurs. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant, nous, dans les pistes d'amélioration qui nous ont été proposées, c'était on fait un peu du cherry picking, c'est-à-dire qu'on prend les indicateurs sur lesquels on fait déjà des choses bien et puis ça, par contre, on sait bien le mettre en avant sur nos rapports d'activité, mais justement, aller aussi regarder les indicateurs sur lesquels notre activité a soit un impact négatif, au contraire, où il y a une opportunité ou un risque, et sur lesquels on peut venir agir sur des actions qu'on n'a peut-être pas encore entreprises, mais qui peuvent être assez positives, ou au contraire, où il y a un risque qu'on n'aurait pas identifié. Ça aide aussi à mettre en lumière ces choses-là quand on fait ce travail sur les indicateurs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation légale, et c'est souvent des certifications ou des exigences volontaires auxquelles on va s'aligner qui vont nous inviter à faire ce travail. Moi, je dirais que le plan d'action, souvent, il montre un peu les faiblesses. C'est-à-dire que si c'est les choses futures sur lesquelles on veut travailler, c'est souvent les points qu'on n'arrive pas encore à maîtriser. Donc, on peut aussi un peu lire entre les lignes. Je pense que ce sera le mot de la fin. Après aussi, le beau témoignage de Léna sur la motivation que ça a permis de provoquer en interne. Et nous aussi, à chaque fois, je le dis, mais à l'Office de tourisme, on en est témoin aussi de comment ça redonne du sens dans les missions au quotidien et ça motive en interne les équipes. Donc, ces mots-là, moi, que j'aime beaucoup de Léna, je trouve que c'est une très belle conclusion. On a encore, comme d'habitude, dépassé sur le timing. Vous commencez à nous connaître. On en est vraiment désolé de vous avoir mobilisé un petit quart d'heure de plus, mais c'était bien de prendre ce temps pour les questions-réponses. Merci à nos intervenants de ce matin, Raphaël, Paul et Léna, d'avoir pu témoigner. Merci beaucoup à nous pour l'organisation et merci à toutes et tous de votre présence ce matin. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne matinée. Bonne journée. Merci.